Iemotep Bekanefer. Soyez le bienvenu encore sur cette plateforme du Père Ankh MT Outil. Le 9 septembre, c'était la commémoration de la mort du maréchal Mobutu. Et comme dans le Père Ankh MT Outil, nous ne nous occupons pas de la politique de manière directe, mais nous nous occupons de la culture, de la fierté culturelle. Comme nous l'avons fait, c'est-à-dire nous avons fourni fait des émissions, nous avons fait une lecture du discours de Lumumba, nous avons fait une lecture du discours de Sékou Touré, nous avons fait une lecture et une étude présentée de la politique et des idéologies d'un Kwame Nkrumah. Et comme dans le futur, nous allons intervenir avec Jomo Kenyatta et bien d'autres figures politiciennes. Nous ne discutons pas de leur vie personnelle, mais plutôt nous rentrons dans un processus qui est de la redéfinition ou disons réétude et analyse des faits historiques. Et nous avons invoqué à ma personne les effets historiques relatés autour du maréchal Mobutu, que l'opinion africaine, les jeunes générations africaines ont appris à exprimer tant de haine. M'occupant de la culture, je tiens tout de suite à mettre en évidence que quand on exprime de la haine, on commence à vibrer négativement. Et l'objectif de quelqu'un qui veut que vous haïssez quelqu'un, l'objectif de celui qui vous présente des faits négatifs d'une personne n'est jamais celui de vous aider, mais plutôt celui de vous plonger dans une haine. Ceci dit, nous avons, les pères Ankh, c'est seulement permis, et de manière légitime, de présenter des faits d'histoire. Une partie, bien entendu, des faits d'histoire en ce qui concerne le maréchal Mobutu. Et les réactions ont été surprenantes. D'autant plus que quand nous avons fait la lecture des discours de Lumumba, ce n'est pas que nous avons reçu des coups d'effet et des félicitations. Je suis allé revoir les discours, j'ai fait la lecture des discours de Lumumba. Il n'y a pas 4 commentaires là-dessus. De ceux qui se disent porteurs de lumumbisme. Quand j'ai fait la lecture des discours de Lumumba, il n'y a pas 4 commentaires. Il n'y a pas 4, voilà, c'est bien, il faut continuer à dire comme ça. Quand j'ai fait la lecture du discours de Sékou Touré, et là, il n'y a même pas un seul commentaire. Même pas un seul. Même pas un seul. Mais quand on fait une analyse des faits de la vie du maréchal Mobutu, voilà, nous avons 400 messages. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ou quelle est la question que je me pose? Sommes-nous tellement aussi enclavés dans la négativité que c'est celle où nous répondons et nous réagissons seulement par négativité? Parce que l'exemple est éclatant. Parce que quand on a fait des discours positifs, il n'y a pas eu de commentaires. Là où il fallait justement répondre positivement, il n'y a pas eu de commentaires. Mais c'est quand il faut dire, là où il y a l'opportunité de dire quelque chose de négatif, c'est là où rien n'est épargné. Néanmoins, comme je l'ai dit au précédent, aussi, je suis en train de faire une analyse. Il n'est pas une attaque personnelle, il est une analyse des faits contemporains, pour ne pas dire des faits historiques, en ce qui concerne aujourd'hui. Ceci dit, je vais aller dans mon analyse en essayant de porter des éléments qui nous permettent d'avoir une valuation psychologique de la situation. Quand les Congolais se retrouvèrent à la table ronde de Belgique, en Belgique, je vais ici vous rappeler que Lumumba a été tiré en 4 de la prison. Une semaine avant le départ pour la Bruxelles, pour discuter, pour parler pour l'indépendance, Lumumba était en prison. La question ici, qui est essentielle et relevante, pour quelle raison il était-il en prison? Première chose, parce que
aux événements qui nous sont présentés, quand Lumumba s'échappe de la résidence surveillée, et après, il va être arrêté et puis livré au sécessionnistes katangais dirigé par Kitenge, où il va connaître la mort. Mais ici, je vais aussi rappeler qu'il y a un Belge qui possède les dons de Lumumba et qui a un témoignage sur Internet, je ne sais pas s'il est encore disponible, d'un ancien militaire et agent des services secrets américains qui a, au terme de sa carrière, témoigné qu'il faisait partie d'un commando, lui et les Belges, qui avaient été envoyés pour aller éliminer Lumumba. C'est-à-dire, il y a un Américain et un Belge, et le témoignage a été fait par un Américain, c'était sur YouTube, je ne sais pas si ce témoignage est encore disponible. Il y a quelqu'un qui a reconnu, que lui, étant un agent secret, un agent des services secrets américains, et qu'il avait été accompagné d'un Belge, faisant lui aussi partie des services secrets belges, envoyé au Congo pour aller éliminer Lumumba physiquement. Et ça, ce sont des faits peut-être sur lesquels on ne retournait pas. C'est-à-dire la décision de la mort de Lumumba ne vient pas du pays. La décision de la mort de Lumumba vient d'ailleurs. Bon, maintenant, la personne, je ne sais pas la retrouver pour lui demander à quelle date a-t-il reçu cet ordre-là, mais nous avons un élément qui doit nous inciter à penser. Je vais ici souligner que je ne suis entré d'avancer qu'une thèse. C'est un raisonnement. C'est une pratique logique, déductive, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore lu de tous ceux qui se définissent et qui se sont définis lumumbiens une révision des faits historiques. Nous nous sommes contentés des faits historiques rapportés par les colons à une époque dépassée. Il y a des faits historiques, des résultats des recherches qui ont mené dans cette direction. Mais nous avons de lumumbistes, il n'y a pas d'enquête qui sont faites de manière propre. Il n'y a pas de ceux qui se réclament lumumbistes qui se sont investis à mettre leurs propres ressources en œuvre et aller passer des pays en pays, faire des enquêtes aux États-Unis, dans les bibliothèques américaines. Il y en a beaucoup. Chaque année, il y a la politique américaine. Il y a les secrets d'État, il y a les secrets américains, top secret. Alors, il y a chaque période, il y a des secrets qui sont ouverts. C'est ainsi que plusieurs histoires qui avaient été connues d'une certaine manière, par exemple la mort de John Kennedy, que l'on savait avoir été tirée depuis l'extérieur, c'était selon laquelle il y avait quelqu'un qui aurait tiré de l'extérieur. Mais avec les preuves apportées, parce que le gouvernement américain a relâché ce qui avait été des secrets d'État, on a vu que la femme de Kennedy essaye de sortir de la voiture parce qu'avoir tiré était le chauffeur. Donc, c'est-à-dire, l'histoire nous met chaque fois devant une situation où nous pouvons, disons, débattre, refaire, réétudier, réorganiser les idées, suivre différentes alternatives de l'histoire officielle. Mais quand nous voulons parler de la mort de Lumumba, et ça c'est un travail que doivent faire les Congolais, et particulièrement les lumumbistes, je n'ai pas encore vu une élaboration des thèses, on s'est arrêté à la thèse officielle. C'est un sujet difficile parce que l'héros national Lumumba a de la famille et je peux comprendre qu'il peut y avoir un sentiment non partagé à se sentir dire certaines choses. Mais Lumumba, il n'est pas seulement le père de ses enfants. Lumumba étant mort pour le Congo est le père de tout le monde. Et en tant que fils de Lumumba, descendant de Lumumba, je suis dans le droit de pouvoir essayer de donner justice aux faits historiques. Et je vais prendre cela. J'ai commencé par introduire un fait. C'est-à-dire, il y a un Américain, un ex-agent secret américain, qui a, au terme de son travail et dans un état assez avancé, reconnu, témoigné, qui lui
avait fait partie d'un commando qui est parti des États-Unis en passant par la Belgique avec mission d'aller éliminer physiquement Lumumba. Okay? Ma thèse personnelle, décelant de mon analyse, est que quand Lumumba présenta devant les rois des Belges, les rois Baudouin, il dit qu'il ne les reconnaît pas comme acteurs de l'indépendance. Cette indépendance, ce n'est pas une indépendance que nous avons, ce n'est pas une indépendance qui nous a été donnée par les rois Baudouin, comme on voulait le faire entendre, mais c'est quelque chose que nous avons arraché. Il a demandé aux gens de se mémorer les coups de fouet obligatoires, ainsi de suite. Vous connaissez cette histoire. Cet incident diplomatique, pour les rois, signifiait une condamnation à mort. Et moi, j'ai mis mon argent là-dessus, que c'est à l'issue de cet incident-là que Lumumba avait été condamné à mort. Maintenant, essayons d'étudier la psychologie, en fait. Alors, nous sommes en train de parler du Royaume Congo, qui, entre le 14e siècle, début 14e siècle, fin 19e, fin 13e siècle, rentre dans une guerre, parce qu'on parle de l'esclavage. Il y a une guerre entre le Royaume Congo et le monde occidental, à commencer par le Portugal, qui va justement s'allier avec, avec l'Hollande, la France, le monde occidental. On est dans une guerre qui va durer très longtemps, qui part du 14e siècle et qui va finir, qui va aller au-delà de la bataille de Benguela, là, quand le roi Nzingankuru s'est fait couper la tête. Mais cette guerre va finir, cette période va se conclure avec la conférence de Berlin. Okay? On a commencé une guerre qui a justement favorisé l'esclavagisme, parce que durant la guerre, on attrape les gens, on fait des razzias, ça portait l'esclavagisme, mais c'est que l'on cache derrière cette pratique de l'esclavagisme. Il y avait une guerre, il fallait détruire le Royaume Congo. Tout avait été, les belles, illustres cités de Mbanza Congo avaient été détruites. Tout avait été détruit. Les gens étaient obligés de fuir dans les villages, de fuir dans les forêts. Et pendant longtemps, les gens ont vécu. Nous sommes en train de parler du 14e siècle ou du 17e siècle. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 20 ans. Ce n'est pas la guerre mondiale qui a duré 5 ans. Nous sommes du 14e siècle ou du 17e siècle. Imaginez, des enfants sont nés et sont morts sans ne plus voir une maison. Toute la culture qui avait été développée avait été perdue parce qu'on devait survivre. Il fallait survivre. Cette guerre finit avec la conférence de Berlin. La conférence de Berlin inaugure les colonisations. Et j'espère, je lis avec vous ensemble, pour ceux qui me suivent, les lettres de Willie Lynch, Faisons l'esclave, ou la lettre de Frédéric Douglass dans Faisons l'esclave. Pourquoi je suis en train de dire ceci? Je suis en train de dire que durant l'esclavage, l'homme noir était cassé de son état naturel. Il fallait le faire sortir de son état naturel. Ceux qui ne le comprennent pas, il faut aller écouter mes anciennes vidéos ou de la lecture de Willie Lynch. C'est important pour comprendre ce dont on est en train de dire ici, parce que tout fait suite. Il fallait casser l'homme de son état naturel pour en faire un esclave. Et durant cette époque, comment l'homme blanc s'était-il peint aux yeux de ceux qui avaient été vaincus? Parce que durant la guerre qui a duré plus de 300 ans, il y a ceux qui ont fait la résistance, ils sont tous morts. Et il y avait ceux qui avaient été vaincus. Ceux qui avaient été vaincus, dans l'ère mentale, avec l'arrivée du christianisme, eh bien, il fallait donner... Le christianisme débarque avec une nouvelle psychologie. Il fallait enlever dans les mentales de l'homme noir la figure de l'homme blanc comme un envahisseur et imposer celui de l'homme noir, de l'homme blanc comme le Dieu, le Sauveur, le Jésus-Christ. C'est ainsi que, dans destructeurs, ils deviennent les sauveurs. Mais les sauveurs de quoi? Parce que tout Mbanza Congo tous les royaumes avaient été créés, des millions de morts, l'esclavage, tout ça, l'Église catholique avait réalisé, l'Église chrétienne avait réalisé à transformer les subconscients des personnes, transformant celui qui avait été les bourreaux d'hier en divinité. En fait, bien des fois, nous avons vu avec les premiers Noirs qui vont à la Première Guerre mondiale, quand les Noirs sénégalais arrivent dans la Première Guerre mondiale, ils voient les Blancs mourir. L'histoire, les faits historiques nous rapportent qu'ils étaient étonnés parce que pour eux, les Blancs étaient immortels. Donc, nous devons ici rectifier un fait des faits historiques, que l'homme blanc impose une psychologie de la conception selon laquelle il est un dieu, auquel il faut une soumission complète. Et ceci a été un des fondamentaux de la colonisation.
OK? Bien entendu, il y a toujours des zones de résistance. Je vais vous rappeler Donkey Pavinta, je vais vous rappeler Mfumu Kimbangu qui constitue une résistance énorme à cette idéologie. Et je vais vous rappeler de l'autre côté de l'Atlantique, avec Frédéric Douglass devient fameux parce qu'il dit un jour à un blanc, non, tu ne me frapperas plus. Et les blancs qui étaient les maîtres, regardent, il était étonné. Il dit, mais c'est quelle insolence! Avec quelle insolence te permets-tu de pouvoir me répondre? Parce que normalement, jusqu'à là, vous devez comprendre la psychologie des temps. Quand l'homme blanc tire retire, disons, sa ceinture pour te fouetter, tu t'allonges par terre. Tu ne résistais pas. Quand l'homme blanc décide de prendre ta femme, ta mère, ta sœur, mais tu ne dis rien. Et qu'après avoir fait ce qu'il voulait faire de ta mère, de ta sœur, de ta fille, il te demande d'aller lui prendre de l'eau au puits. Mais tu y vas. Et puis te faire bien vouloir, si en allant tu lui cueilles des mangues, c'est encore mieux. C'était la psychologie de l'époque. C'était la psychologie de l'époque. Nous n'allons pas en vouloir à Frédéric Douglass pour avoir épousé une femme blanche. À un moment de son époque, c'était l'époque, une différente psychologie. Parce que la conception planétaire, qui n'a rien à voir avec l'africaine, parce que les mythes de l'homme blanc comme les dieux étaient imposés sur tous les peuples du monde. Le mythe de l'homme blanc comme un dieu était imposé à tous les peuples du monde. Et donc, nous n'allons pas faire quartier là-dessus. Et j'aimerais ici, je suis en train de faire une révision historique, des faits historiques, nous ne sommes pas en train de discuter, donc j'aimerais qu'on s'entraide. OK? Mettons-nous à la place, à cette place-là, imaginons. Aujourd'hui, OK, les preuves démontrant que la Bible est un document faux sont éclaboussantes. Cependant, avec toutes ces preuves présentées de 1 à Z, eh bien, les gens vont à l'église les dimanches. Les mêmes preuves pour lesquelles je veux vous démontrer que quelqu'un a tué quelqu'un qui va être en prison, et vous allez dire oui, les mêmes modalités de preuves, la même exécution des faits, la même technique d'investigation mise sur la Bible, ça ne marche plus. Pourquoi? C'est une psychologie. Ce n'est pas une question de volonté ou de pas volonté. On est conditionné par une certaine dogme psychologique. Ce qui est important à comprendre. Et donc, essayons de voir les temps. OK? Pourquoi Marcus Garvey fit un échec? Parce que nous sommes à l'aube de l'époque où l'homme blanc est perçu à la limite comme un dieu. Pour ceux qui marchent avec lui. Pourquoi Dr. King fait les choix qu'il fait et meurt assassiné? Et les choix de Dr. King ont été des choix difficiles qu'il fallait laisser. Il fallait se laisser battre par les Blancs et pratiquer une résistance pacifique que les Blancs adorent. Parce que son objectif, c'est celui d'être tabassé. C'est ça le principe de l'esclavagisme. La supériorité blanche fait que quand je suis blanc, je suis en train de te tabasser, eh bien, tu ne dois pas résister. Tu dois prier, fais ce que tu veux, crie, mais moi, je te tape. Et Dr. King propose aux gens, voilà, quand nous sommes en protestation et que les blancs nous attaquent, nous ne faisons rien. Nous nous laissons fouetter. Et vous comprenez pourquoi il a beaucoup été aimé par les blancs. Vous comprenez pourquoi il a beaucoup été aimé par les blancs. Pourquoi ces choix avaient été faits? Ces choix avaient été faits parce que d'un côté, il y a une psychologie qui était encore active. Il est encore actif. Et c'est cette même psychologie qui fait que si aujourd'hui, un noir disait quelque chose, ce sont généralement, je vous dis, quand j'ai commencé à faire, j'ai pris cette responsabilité, j'ai cherché de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup des insultes. Beaucoup des insultes. De comment je m'habille, ce que j'ai dit. Et
c'était toujours mes frères et sœurs noirs qui m'ont toujours insulté. Mais dans l'entretemps, j'ai aussi été invité dans quelques conférences. J'ai été aussi invité à prendre part à des événements organisés par des Occidentaux. Et là, j'étais toujours respecté. Bien des fois, j'ai reçu des propositions des parts de la société occidentale à faire ce que j'ai fait pour eux. Si je pouvais leur enseigner la culture africaine que j'enseigne gratuitement à quelque chose comme 850 étudiants, avec une communauté de quelque chose comme 15 à 16 000 personnes actives. Et je l'ai fait gratuitement. Bien des fois, j'ai été proposé du côté occidental de venir les faire. On va te donner ça, on va te donner ça, on va te donner ça, on va te donner ça. Et ça, c'est une parenthèse. Rentrons au fait. Essayons de mesurer, de faire une simulation d'un peuple qui tombe sous esclavagisme pendant 400 ans et suivi par une lourde colonisation qui avait pour, disons, mécanisme technique de dissimuler l'occupateur ou l'occupant en divinité. Les professeurs d'école étaient belges, pour ce qui est le cas du Congo. Pour être quelqu'un de respecté, il fallait ressembler à un Belge, il fallait parler la langue des Belges. Il fallait se promener avec les Belges pour être respecté dans la société. C'était l'exemple, les modèles d'alors, psychologiquement, comme du point de vue de l'ordination sociale. Plus on était plus à côté des Belges, plus on était, quand on avait une maison dans les quartiers où y vivaient les Belges, on était un grand homme. Soyons sérieux là-dessus. Ce sont des faits historiques. Alors, une question. D'une personne qui grandit dans un tel contexte psychologique, comment pouvez-vous attendre un comportement différent sinon celui d'obéir aux ordres donnés par cet individu dissimulé en modèle, prototype divin, ainsi de suite? L'époque de Mobutu est l'époque où on sort de la colonisation, où, comme dit Frantz Fanon, avant la colonisation égale après la colonisation. C'est qu'est-ce qui s'est passé? On a créé des colons noirs. Des gens qui devaient être intérieurement blancs, extérieurement noirs. Pourquoi? Pour donner un frein au sentiment de révolte. Les gens se révoltaient parce que c'était un point phénotype. Ils voyaient, c'était pas comment ils étaient traités, mais c'était le caractère avait été mis sur la couleur de la peau. Les gens là ne voulaient plus se faire traîner par des blancs. Il fallait leur proposer un nouveau modèle, des blancs noirs. Et tous ces gens sont partis de l'école occidentale, de l'école belge. Dans les cas Mobutu, encore, il était dans l'armée. Dans quelle armée? Ils ont été formés par qui? Par les Belges. Qui étaient leurs commandants? C'était les Belges. Dès qu'il recevait, c'est vrai qu'à un moment donné, il devient lieutenant, il devient colonel et puis général. Mais attention, il a été formé par des gens à qui il doit respect selon l'ordination militaire. Sans compter l'influence littéraire et culturelle belge. La Belgique, en révisant l'enquête de l'assassinat de Lumumba, donne la faute à Mobutu et reconnaît peut-être une participation. C'est les États-Unis, c'est l'enquête américaine qui reconnaît une participation palaise de la Belgique. Attention. C'est qui donnait les ordres à qui? C'est Mobutu qui donnait les ordres aux Belges ou les Belges qui donnaient les ordres à Mobutu? Durant la guerre de sécession, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas qu'il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque la guerre mondiale congolaise.
la Belgique avait déployé des garnisons de paracommandos pour venir occuper physiquement les Congo pendant la période de sécession. Ce qui a permis aux États-Unis de s'ingérer en choisissant Mobutu comme leur dauphin pour arrêter la Belgique de s'emparer du Congo pour ce qu'elle voulait, et les États-Unis s'emparer du Congo pour devenir, en utilisant ces minéraux, devenir très puissants. Souvenons-nous qu'avant la Première Guerre mondiale, les États-Unis n'étaient pas une puissance. Elle rentre dans l'ordre de puissance après la Première Guerre mondiale. Donc, durant cette époque-là, l'Amérique est encore en train de construire l'image qu'elle a aujourd'hui. Et donc, elle mise sur les Zaïre avec Mobutu pour prendre cette autorité. Et pour ceci, il va éviter la guerre belge au Congo, la guerre mondiale congolaise, c'est comme vous voulez l'appeler. Et donc, nous avons affaire avec des intrigues politiques et militaires. Et dans ces cas-là, Lumumba était un civil, y compris Kasavubu. Les deux qui vont être mis de côté. Mais l'ordre, non, à part que Lumumba meurt dans un territoire rebelle, entre les mains des rebelles financés, soutenus et armés par la Belgique, la rébellion Kitenge, ok? Que Mobutu puisse avoir participé à cet échange des prisonniers d'entre les territoires sous son contrôle au territoire de Kitenge. L'ordre devait venir de quelqu'un, et c'est l'ordre de la Belgique. Parce qu'ils étaient les maîtres de Mobutu. Et maintenant, quand on vient à la cour, c'est la Belgique qui balance son bourreau, son exécutant et se cachant derrière. Mais de notre côté, et c'est une question que nous posons, mais qui devons-nous reconnaître coupable? C'est l'exécuteur ou le mandateur? Qui est coupable? C'est l'exécuteur ou le mandataire? Spécialement quand c'est le mandataire qui accuse l'exécuteur pour se débarrasser de cette responsabilité. Mais venons-en à l'exécuteur. Pourquoi l'a-t-il fait? Et là, on peut dire beaucoup de choses. On peut évaluer plusieurs thèses. Mais ma thèse est la suivante. Je ne vois pas, du point de vue de la rationalité psychologique et de la confusion culturelle, à cette époque, quelqu'un aurait dit non à un ordre donné par la Belgique ou par les rois de Belge ou la famille royale belge. Spécialement quand on a été construit dans cette situation-là et qu'on voulait devenir un grand homme. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment. Si encore aujourd'hui, il est difficile à la plupart des Noirs de pouvoir regarder un blanc dans les yeux et de lui dire non. Je ne vois pas comment à cette époque, Mobutu y compris, Kitenge y compris, les rebelles y compris, quelqu'un aurait dit non. Ne nous ont-ils pas donné même une religiosité dite chrétienne, le kimbanguisme? Je ne vois pas comment. La faute et la responsabilité, non que je sois celui qui doit les terminer, mais nous avons une confession. Nous avons une confession. La question que je me pose, sommes-nous sortis de la perception idéologique où l'on perçoit, où l'on voit en blanc une divinité, donc intouchable, on préfère attaquer une personne qui est proche de soi? Sommes-nous sortis de cet âge-là? Ou ne le sommes-nous pas encore? Ça, c'est une question de fond. Durant ces conversations, j'ai reçu les commentaires d'une personne sur Facebook dont le nom était Léopold, avec un post-nom africain, un nom de famille africain. Il me dit, le nom de Mobutu doit être banni des noms au Congo. Je lui ai répondu,
Ah, c'est toi qui dis que le nom de Mobutu doit être banni pendant que toi, tu t'appelles Léopold. Toi, tu t'appelles Léopold. Oui. Et c'est le nom de Mobutu qui doit être banni. Voyons un peu, je répète, la mienne n'est pas une critique, c'est une analyse. Je offre une voie de réflexion. Il n'est absolument pas nécessaire de la contre-attaquer ou de l'insulter. Mais je vous invite à donner une piste alternative. Pouvons-nous interagir sans pour autant rentrer dans le personnalisme? Je donne une piste de réflexion alternative. Eh bien, vous pouvez proposer un autre. Je suis disposé à l'écouter. Et si elle est sensée, et si elle est plus sensée de la mienne, je serai le premier à dire que ma thèse ne tient pas l'écoute. Prenons la tienne parce qu'elle me semble plus solide. Mais offrons des thèses. Offrons des possibilités. Parce que l'histoire est quelque chose qui est toujours soumis à révision. L'histoire que nous avions connue jusqu'il y a 10 ans, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est complètement fausse. L'histoire est toujours soumise à révision. Et un peuple qui n'est pas en mesure de révisionner sa propre histoire est perdu. Les nouvelles faits arrivent, de nouvelles informations arrivent, des nouveaux témoins qui n'étaient pas hier arrivent. Comment pouvons-nous ne pas rectifier notre propre histoire? Comment ne le pouvons-nous pas? Comment nous ne le pouvons-nous pas? En dernier, je reviens sur les figures africaines. En faisant un tour d'introspection, un tour de circonvallation sur les différentes figures historiques proposées par tous les peuples du monde, nous avons Genghis Khan qui faisait enlever les femmes partout dans son territoire, les violentait, faire des enfants. Aujourd'hui, il est célébré comme le père des multitudes. Je vais peut-être dire quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Pour faire développer la Chine, des mesures draconnières ont été prises. Des voitures, des camions, des convois militaires venaient enlever des jeunes filles pour les stériliser par force. On n'en voit pas des insultes négatives, on ne voit pas des critiques négatives sur leurs aïeux. On essaie plutôt de comprendre la nature de leurs actions. En Europe, en Angleterre, les enfants en Angleterre étaient forcés à travailler dans les mines à l'âge de 10 ans, 8 ans. L'âge moyen de vie en Angleterre, l'expectative moyenne de vie en Angleterre était de 18 ans. On avait commencé à travailler à 4 ans, à 18 ans, on était un vieillard. Et ceci n'a pas enrichi le peuple anglais, qui est un peuple relativement assez pauvre, parce qu'ils dépendent à 100% de l'État, même pour les maisons qu'ils ont. C'est ça, l'Angleterre, il n'y a pas de propriétaires ici. Très peu. La majeure partie de la population est très pauvre. Et ils doivent attendre que l'État leur paye chaque vendredi de l'argent avec lequel vivre. Si demain l'État ne passe rien, c'est la catastrophe. C'est vrai que nous avons été seulement présenté une histoire positive de l'Europe, mais détrompez-vous, l'histoire de l'Europe n'est pas seulement positive. Et je ne suis pas en train de parler de leur action contre l'Afrique. Je ne suis pas en train de parler de leur action contre les autres peuples du monde. Je suis en train de parler de leur action sur leur propre peuple. Sur leur propre peuple. Il faut aller faire des enquêtes, comprendre ce qui s'est passé en Europe. Elle n'est pas positive. Loin de là. Elle n'est pas positive. L'histoire de Rome n'est pas positive. Savez-vous que dans la société grecque, seulement les 5% de la population étaient des hommes libres. Les 95% de la population étaient des esclaves. 95% de la population grecque était composée des esclaves. Il n'y avait que 5% des hommes libres qui étaient tous des patrices. Marco Aurelio, les Césars, ce n'étaient pas des gens doux. Et on les appelait des dictateurs. Des dictateurs. L'armée romaine terrassait l'Europe entière. Quand on passait, lisez tous les semaines mènent à Rome, comment les gens étaient tués, massacrés.
on ne voit pas des commentaires négatifs. On ne voit pas cette interrogation négative de l'histoire. On ne voit pas surtout cette présentation négative. La question que je me pose est que quelle figure pouvons-nous proposer? Quelle demain voulons-nous donner aux siens? Si nous sommes dans une projetation toujours aussi négative de la réalité historique qui nous a été donnée justement de ceux qui sont venus nous conquérir pour des raisons. Ceci dit, je ne suis pas en train de justifier quelqu'un. Je ne suis en train de justifier personne. Je ne justifie pas mon bout, je ne justifie pas. Je suis en train de proposer une alternative en tant que réflexion. Je suis en train de fournir une alternative, une des millions des alternatives qui puissent être offertes en termes de révision historique. Quelle postérité donnons-nous à nos fils? Comment voulez-vous que vous vous sentiez bien quand vous allez dans un autre pays et leurs ancêtres sont tous glorieux? Quand on regarde le livre, leurs ancêtres, même ceux qui sont tachés, des crimes contre l'humanité les plus incroyables, sont présentés comme des philanthropes. Et quand on regarde sa propre histoire, eh bien, là, ce sont tous une histoire négative. Présentée, parce que l'histoire, en fait, elle est présentée. On nous a parlé des excès de Mobutu, on ne nous a pas parlé des excès des présidents de France. Je suis en train de parler je parle des présidents Chirac. Mais la postérité de Chirac, elle n'est pas pernicieuse, elle n'est pas tachée. Parce qu'elle donne une fierté nationale d'avoir un président. La plupart des présidents américains étaient des esclavagistes. La plupart. Benjamin était un esclavagiste. Mais ce n'est pas comme ça qu'on les présente aux Noirs américains. Ce n'est pas comme ça qu'on dit de lui. On laisse à côté les côtés négatifs pour un idéal, pour une présentation figure qui puisse, pour une présentation positive qui puisse inspirer la postérité. Alors, on ne va pas dire qu'ils étaient des esclavagistes. On ne va pas dire que les présidents américains avaient donné l'ordre de tuer sur les Noirs. Non, on ne dit pas ça. Mais ce sont les vérités. Pourquoi? Mais on a une responsabilité pour le futur. Et il est important de ménager, de donner une présentation qui puisse inspirer de la confiance, de la force, de la vigueur. Il faut donner une présentation. On a créé les mythes fondateurs en Occident. Quand on fait la révision biblique, on découvre que Salomon était le roi d'un petit village d'à peine 80 personnes. Mais dans le mythe fondateur biblique, on en parle d'un royaume de Salomon qui, je ne sais pas, était comment. Jéricho, de même, c'était un petit village. Les mythes fondateurs sont importants parce qu'ils permettent d'avoir un point d'inspiration. Sans un point d'inspiration positif, les futurs se retrouvent compromis. Nous avons découvert que Jeanne d'Arc n'a pas existé. C'est un mensonge. Mais attention, ce n'est vraiment pas un mensonge. C'est une histoire inspirateur. Il faut un mythe inspirateur. Et nous devons faire une démarche. Nous devons d'offrir une démarche qui inspirera la jeunesse de demain. En maintenant un portrait négatif que les autres ne font pas, eh bien nous acquisons les coups et condamnons les futurs. Pensez-vous qu'en Europe, il n'y a pas de lieux sales? Mais alors, répondez-moi à cette question. Pourquoi, quand on est en Europe, on veut faire une photo, on va toujours trouver un coin qui est propre. On s'assure qu'il soit le plus propre possible. Mais quand on est en Afrique, nous-mêmes Africains, on fait des photos dans les places sales. Pourquoi? On est encore sous domination, sous un fantasme, sous un charme. Et c'est ce charme que je demande de détruire en proposant une alternative historique. Voilà, c'est tout. Je vous remercie.